Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Le débat sur la loi de finances 2016 vient de cristalliser toutes les craintes quant à l'avenir de l'économie algérienne et de la société tout entière. Même si le gouvernement s'évertue toujours à ne pas parler d'austérité mais de rationalité, 2016 sera une année charnière et peut-être même sans doute l'endroit d'une transition difficile. Chute drastique des revenus de l'État, perte de valeur du dinar, inflation continue et hausse des prix de l'énergie. Vous devrez désormais regarder plus attentivement votre portefeuille. Le moins qu'on puisse dire est que Abdelrahman Ben Khalfa, le ministre des Finances, pour qui les vaches grasses sont finies, eh bien que courageux pour défendre sa loi de finances, aura passé un sale quart d'heure devant les parlementaires, dont certains n'ont pas manqué d'évoquer les arrière-pensées et les dangers, selon eux, d'une loi de finances qui, au-delà du pouvoir d'achat, toucherait à la souveraineté du pays. Pour parler de tout cela, je reçois 4 invités. Ali Bey Nasri, vous êtes le président de l'Association des exportateurs et vous êtes consultant économique. Malek Seraï, vous êtes expert international et PDG de AIC. Vous êtes par ailleurs l'ancien conseiller technique de la présidence de la République et vous avez été longtemps haut fonctionnaire auprès des Nations Unies. Moustapha Zebdi, vous êtes le président de l'APOS. Vous êtes là pour représenter la voix des consommateurs et quelque part la seule qui compte. Enfin, Nadir Bouabbès, vous êtes le vice-président de la CAP, la Confédération algérienne du patronat. Je voudrais dire que vous êtes, c'est la voix des consommateurs qui compte, la vôtre compte tout autant que celle de nos invités. Ali Bey Nasri, c'est vers vous que je voudrais me retourner. Alors pourquoi autant de débats? On sent que cette fois-ci, le débat sur la loi de finances est particulier. Est-ce que c'est parce que pour la première fois depuis quelques années, on sent un revirement, un chemin inversé dans la situation du pouvoir d'achat et de la rente générale? Oui, c'est en tout cas une question qui est quand même assez importante. Moi, je pense que nous sommes actuellement dans une phase de rupture de modèle économique qui a montré ses limites. Et nous sommes actuellement en train de peut-être penser, ou du moins esquisser, un nouveau modèle économique. Nous avons donc l'ancien, qui était donc, c'est-à-dire assez, disons, proche d'un milieu social, inspiré de, bien sûr, des principes de notre révolution, d'une vision humaniste et d'une vision socialiste de la chose. Et la réalité économique nous a rattrapés et nous sommes actuellement à la recherche d'un modèle qui va peut-être concilier une vision plus réaliste de l'économie internationale, enfin de l'économie mondiale, et un compromis social à trouver. Et je pense que c'est le défi. C'est un moment qui est important pour nous. C'est un débat justement à mettre en place qui concerne bien sûr toute la société algérienne. Et ce qu'il faut surtout ne pas faire, ne pas reporter ce qu'on devait faire déjà, ce qu'on devait faire avant. Parce que toutes les politiques menées n'ont pas permis de trouver des solutions pour aller vers la diversification, pour aller vers la rationalité économique. On va y revenir et pour savoir pourquoi on en est toujours là. Malek Seraï, qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette loi? Pourquoi elle fait peur aujourd'hui? Est-ce que c'est ces éléments techniques d'augmentation en ce qui concerne l'aspect énergétique des choses Écoutez, de mon point de vue, il y a 3 approches qui sortent du lot. La première approche, elle est de caractère politique, où on constate que tous les fragments de politique économique, les fragments sociaux, sont en train de se déperdir, de partir, de se fondre. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une volonté politique de revenir à la norme économique réelle. La norme économique réelle. Et le troisième aspect, bien sûr, c'est la crise financière que nous sommes en train de vivre, où les comptes sont au rouge. Tous les comptes de l'économie algérienne actuellement sont au rouge. Donc nous avons un déficit de la balance des paiements, nous avons un déficit des paiements, nous avons donc un taux d'inflation qui galope, il a déjà dépassé les 6%. Et donc tous les ingrédients économiques officiels sont actuellement en rupture vers la baisse.
Et on n'arrive pas à corriger rapidement ce que dont nous avons parlé. Par exemple, nous avons essayé de corriger la réduction des importations. Et on constate que malgré tous les discours, on l'a réduit que de 3 milliards de dollars sur les 60. Donc on n'a pas arrivé. L'appareil en poste, en fonction, n'est pas en mesure de corriger rapidement les effets pervers de cette économie qui est en train de perdre ses moyens. Et donc on arrive à une loi des finances de caractère nouveau qui essaye d'abord de revenir à la norme de consommation, puisqu'on parle de gaspillage à hauteur de 30%, gaspillage au niveau des services, mais aussi gaspillage au niveau des consommations. Et on arrive aussi à parler de retour réel des prix de cette consommation, qu'il soit consommation de produits alimentaires ou vestimentaires, ou de consommation de services, donc donnés par l'État. Et tout ça pour dire que nous devons corriger les erreurs du passé, c'est-à-dire il y a eu une aide sociale très importante qui a permis de manière permissive d'ailleurs une mauvaise consommation, puisque nous consommons au-delà des normes connues de par le monde. Nous avons autour de 30% de gaspillage dans tous les secteurs. Et donc si cette volonté de retourner à la réalité économique, est-ce qu'elle est comprise par tout le monde? Est-ce qu'elle est supportée par tout le monde? Est-ce qu'elle est acceptée par tout le monde? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'elle est venue rapide en fonction de cette réduction des moyens financiers, et la paix sociale risque d'être touchée au début de 2016, quand les citoyens vont s'apercevoir que le prix du gaz va peut-être augmenter, le prix de l'électricité va certainement augmenter, le prix de l'eau, le prix du pain, bien d'autres produits, et tous les services vont pratiquement augmenter, à l'exception peut-être le mazout pour le secteur agricole, mais tout le reste va augmenter. Est-ce que nous avons eu suffisamment de moyens culturels, de moyens d'information, de vulgarisation pour expliquer aux citoyens que décidément nous sommes en train de reviser même l'approche politique pour aller vers une économie peut-être plus moderne, mais est-ce que nous avons les moyens? Voilà, le problème, c'est que nous sommes malheureusement contraints par cette insuffisance financière. Nous aurions dû le faire bien avant. On a justement perdu pas mal d'occasions pour le faire. Nous avons attendu à ce que nous sommes sous une crise financière qui arrive en force, mais c'est une crise financière qui nous arrive de l'extérieur, elle n'est pas locale. Néanmoins, il faut savoir que ce que nous avons comme dinar, si les Algériens se remettent en confiance avec le système financier algérien et remettent le dinar qu'ils ont, notamment cette partie de dinar invisible, vers les banques, je pense que tout ce qui est investissements locaux, notamment dans l'agriculture et la petite et moyenne industrie, ne va pas trop souffrir dès lors que nous allons ramasser, pourquoi pas, tous ces dinars, des 6 milliards de dinars qui sont en train d'être cachés partout auprès des opérateurs plus ou moins inconnus. Nadia Bouabbas, je reviens à la loi de finances. Est-ce que c'est la bonne démarche que d'augmenter les tarifs énergétiques? Parce que c'est ça, enfin, je pars de cette appréhension populaire par rapport à cette loi. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Nous, en tant que Confédération algérienne du patronat, et en tant que toutes les confédérations, nous sommes contre cette augmentation, toutes ces augmentations, pour certains motifs. Vous savez, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a une relance économique. Donc, nous sommes en plein relance économique. Et avec ces nouvelles augmentations qui vont venir en 2016, ça risque de causer de gros problèmes au niveau financier, de trésorerie, au niveau des entreprises. Donc, est-ce que nous aurons souhaité qu'il y ait des rencontres des médiations avec le gouvernement, avec surtout le ministère des Finances. Qui ne vous a pas consulté, les organisations patronales? Qui nous ont consultés, mais les consultations ne sont pas pareilles. Ça veut dire, ce que je veux dire, nous on propose des propositions, des solutions, mais en général, ça n'a jamais été pris en considération. Parce qu'il se passe actuellement, nous l'avons déjà vu, nous l'avons prévu en 2010. Il y a eu, attention, en 2015, il y aura une baisse de pétrole, il y aura une crise mondiale. Donc, on n'a rien fait, on vient juste en pleine relance. Donc, ce que fait... Je voudrais juste ajouter à ce moment précis du débat que cette déclaration que j'ai reprise du ministre des Finances quand il dit « c'est fini le temps des vaches grasses »,
En 2008, en décembre 2008, le président Bouteflika Rdaya disait « Voilà venu le temps des vaches maigres ». Et on n'a pas pris de disposition depuis. Oui, malgré que le signal était prévu, on aurait pu prendre des dispositions, mais malgré ça, ce qui a été bien, c'est-à-dire ce qui a été le travail du gouvernement, il y a eu beaucoup de facilitation pour aller vers l'économie, développer l'économie nationale. Ça, c'est un point. Maintenant, ce qu'on demande en tant qu'organisation patronale et représentant de ces entreprises, de nous consulter, de faire une sorte d'un consortium national et de discuter et de prendre en considération. Alors, pour faire un lien avec le consommateur et la population, vous disiez que ces augmentations de tarifs sur l'énergie risquent d'affecter sensiblement les entreprises, les industries. Effectivement. Donc, ce qui devrait se passer normalement, c'est de voir ces industries répercuter ces prix sur leurs produits, donc sur le marché. Effectivement, c'est tout à fait normal. Si vous augmentez quelque chose, vous savez que tout ce qui est carburant, c'est la matière. Il y a des matières dérivées de pétrole, plastique, etc. Donc, il y aura un ensemble de chamboulements et d'augmentation au niveau qui va se répercuter aux consommateurs. C'est tout à fait normal. Une inflation il y aura une inflation. Donc, comment on va faire face à cette inflation ? Comme l'a dit, on va aller vers du social, vers des subventions, et on va revenir toujours à l'augmentation des salaires. On va revenir à ça et au ciblage des subventions. Alors, Monsieur Zebdi, vous représentez les consommateurs. Alors, comment vous appréhendez tout ça ? Comment vous avez reçu ces dispositions de la loi de finances qui, rappelons-le, à l'heure qu'il est, sont encore en discussion au niveau de l'Assemblée nationale ? On attend donc des premiers éléments d'amendement pour lundi normalement. Voilà, je vous écoute. C'est vrai, on est tous conscients que l'époque de la vache grasse n'y est plus. Ça, c'est tout le monde qui est conscient, que ce soit opérateur, que ce soit politicien ou même le consommateur. Mais les répercussions directes et indirectes de ce projet de loi de finances, c'est le simple consommateur, c'est le simple citoyen qui va payer les frais. C'est vrai que la grande question qui va se poser, est-ce que le simple citoyen acceptera de payer les frais de ce qu'a bien expliqué ce modèle économique qui a montré sa défaillance. Jusqu'à tous les articles de ce projet, et même ce que vient de dire le représentant du patronat, c'est que pour chaque hausse, ça va rentrer dans les frais de production ou de service qui sera donné au consommateur. Donc, le maillon le plus faible, ce qui va payer la facture en définitive, c'est le simple consommateur. Il faut citer que le pouvoir d'achat a diminué de 20%. C'est vrai qu'il y a la dépréciation, la dévalorisation du dinar, et avec ce projet de loi de finances, nous ne pensons pas que ce pouvoir d'achat va prendre un petit peu, va remonter. Au contraire, d'après nos estimations, le pouvoir d'achat va encore baisser de 10%. Il n'y a qu'à voir certaines déclarations de certaines associations professionnelles. Les transporteurs parlent d'une hausse du coût de transport de 30%. Même le secteur agricole, c'est vrai qu'il y a une faible hausse du prix de gasoil, mais le coût du transport va donner une hausse considérable sur les fruits et légumes. Et on a entendu parler des représentants des mandataires qui a cité le chiffre de 15 à 20% de hausse dans les prix des fruits et légumes. Donc, en plus de ce que va payer le simple citoyen comme facture directe de la hausse d'électricité et du gaz, il y aura un impact indirect sur beaucoup de produits et de services. Ce dont on a peur, c'est qu'il n'y ait pas de maîtrise de hausse dans ces différents produits. C'est-à-dire, chaque opérateur va justifier une hausse importante ou une hausse non logique dans son produit ou service, tout en mettant le projet de loi de finances
comme moyen de défense. Voilà, il y a eu hausse de tel et tel, donc je me permets d'élever. Voilà, ça c'est une des craintes du simple consommateur. Donc pour nous... Alors symboliquement, on ne touche pas au pain. Je ne pense pas. En fait, le pain a été touché puisqu'on a maintenu les prix, mais on autorise les boulangers à faire une nouvelle mixture. Donc je ne sais pas si le pain sera le même. Non, il y a déjà des expériences, il y a déjà un travail qui est en train de se faire et dont on fait partie pour évaluer le coût du pain. C'est vrai qu'il est moindre et même la qualité, on peut dire qu'elle est de bonne qualité. Même les nutritionnistes parlent d'un apport nutritif très important par rapport à ce qui est actuellement sur le marché. Mais il faut voir, même les boulangers, eux, auront le droit de dire, voilà, il y a le coût de l'électricité qui va augmenter. Peut-être les produits secondaires comme les produits ferments, sûrement, il y aura une augmentation. Donc je pense que c'est de leur droit, ils vont sûrement le faire, de demander une hausse du prix du coût. Est-ce que vous vous attendez à ce que 2016, ou à partir de 2016, le citoyen, le consommateur sente les choses changer grandement, radicalement? Justement, pour nous, 2016 sera une année difficile. Et le consommateur percevra, touchera cette hausse avec la première facture d'électricité. Voilà. C'est très difficile et même dangereuse. D'autant plus que la communication est très faible de la part du gouvernement. Le gouvernement, il lance des chiffres. On dit qu'on passe de 7 à 17% TVA pour certains produits, mais on n'explique pas suffisamment les choses au consommateur final. Quand on dit consommateur final, que ce soit en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que cellule familiale, mais en tant aussi qu'entreprise, parce que les entreprises aussi vont être touchées de plein fouet. C'est pour ça que certaines augmentations, ne serait-ce que la TVA de 7 à 17%, ça va toucher. Donc c'est un effet d'escalier, c'est un effet de domino qui va toucher tout le monde. Et nous devons faire très très attention à la communication. Il faut sensibiliser les gens à comprendre la situation. Le fait de dire nous devons arriver un jour à revenir au prix réel, mais nous allons souffrir. Mais est-ce que le citoyen va comprendre qu'est-ce que c'est le prix réel de tout point de vue? C'est ça qu'il faudrait expliquer aux gens. Oui, ça sera peut-être un problème de communication, mais essentiellement et fondamentalement, ça dépendra de la qualité des solutions qui seront apportées à une problématique complexe. C'est ça le problème. C'est la qualité des solutions, c'est quoi? C'est comment aller vers une vérité des prix sans toucher le faible citoyen. On a été pour l'instant inapte à le faire. Donc ça dépendra des solutions. Est-ce que les personnes en charge de cette responsabilité vont apporter des réponses? Voilà, on vient de vous donner les premiers éléments de solution. Les premiers dans la loi de finances, est-ce qu'elle... La loi des finances... Est-ce que c'est mal parti ou est-ce que c'est... On ne peut pas, en tout état de cause, anticiper. C'est les études d'impact. Nous souffrons d'une absence d'analyse sur les études d'impact, surtout les... Je peux parler des accords, je peux parler d'autres choses. Mais quel est exactement, qui peut nous dire exactement ça nous coûte combien le pain? Le pain subventionné, c'est combien? Ça peut être epsilon. Parce que ce qu'on peut perdre d'un côté, je voudrais revenir à la compte association. Personne ne sait quelle sera la perte pour 2016. En matière, si on parle de dinar, c'est question de dinar. Il y a une déperdition et puis le pain, il y a des gens qui achètent du pain amélioré. Il y a beaucoup d'Algériens qui achètent un pain amélioré. Donc, mais cette farine qui est destinée à faire de la pâtisserie avec des prix extrêmement élevés, comment faire pour qu'il ne marche pas à des produits subventionnés? C'est ça le problème chez nous. Et la pâtisserie, on en fait. Donc, quelle est la qualité? Comment discerner? Comment faire que ça aille là où il faut? Là où il faut. Donc, c'est cette complexité. Donc, le gouvernement nous dit nous allons cibler les subventions, mais il ne nous dit pas comment il va réussir à le faire, et apparemment, c'est là que se situe. Mais absolument, ça dépendra de la qualité de ces réponses, ça dépend de l'analyse de la situation. Justement. Pardon, justement, j'ai dit justement. C'est cette qualité, et nous souffrons, il faut le dire, jusqu'à l'heure actuelle. Le problème
Notre problème, c'est cette vision prospective. En Voilà, 2009, nous sommes dans la même situation, peut-être un peu plus grave que 2009. En 2009, on avait la même situation, on avait le premier semestre un baril à $37. Ça a terminé avec une loi de finances complémentaires, mettant en place le Crédoc, mettant en place, mais c'est je dirais pas, dans cette politique, il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de vision. Il y avait des mesures, si ce n'est des mesurettes, qui ont été dénoncées par la suite, mais la vision d'ensemble, la cohérence n'existe pas, la vision prospective n'existe pas. La vision actuellement, elle est claire. La vision actuellement, elle est claire, c'est de lever toutes les subventions et de les orienter vers les familles nécessiteuses. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, à condition. À condition. C'est vrai, quand vous parlez de pain et de gaz et d'électricité, il y a beaucoup de produits. Mais est-ce que vous pensez que c'est logique qu'après des décennies, on lève la subvention d'une manière non progressive, comme ça vient de se faire pour le prix de l'énergie? Ça, c'est ce qui va être mal accueilli par le consommateur. C'est vrai qu'on a laissé faire les choses pendant 20 ans et actuellement, il y a une hausse de 25% du carburant. Ça aurait été plus juste, plus correct à chaque année de faire une augmentation de 1%. Mais le problème, ce qui concerne les subventions, le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas de fichier national pour cibler ces familles-là. Chaque ministère a un chiffre déterminé qui diffère de l'autre ministère. Il y a même certaines organisations libres qui donnent des chiffres de 13 millions de personnes nécessiteuses en Algérie. Il faut tout d'abord, avant de parler de changer de mode de subvention, c'est-à-dire au lieu de subventionner le produit, on va subventionner les familles. Il faut tout d'abord cibler ces familles-là, avoir un fichier national et autre chose, déterminer ce que c'est qu'une famille nécessiteuse. Peut-être pour vous, une famille nécessiteuse, une famille qui a une rentrée d'argent de moins de 18 000 dinars. Peut-être pour une autre personne de 40 000 dinars. Donc il faut ces deux critères, il faut les mettre en évidence, c'est qui sont ces familles nécessiteuses, les cibler et déterminer, le taux ou bien de rentrée pour chaque famille pour qu'elle ait cette subvention. Mais d'un jour au lendemain, faire ce qui vient de se faire là pour le projet de loi, augmenter 25% de carburant, ça... De toutes les façons, tant que nous n'avons pas d'études prospectives, tant que nous n'avons pas de cellules d'alerte, tant que nous refusons, dont les raisons nous sont inconnues, le ministère de la Planification, nous aurons toujours de très mauvaises surprises au bout de notre économie, de très mauvaises surprises au niveau de la société civile. Parce que nous n'avons pas de drapeau d'alerte qui émane d'une réalité étudiée. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des décisions, par moments, qui sont contradictoires. Quand vous lisez sérieusement de la loi des finances, certains articles sont complètement contradictoires parce qu'il y a une absence totale d'études. On décide dans des bureaux fermés, on ne connaît pas la situation. Par exemple, vous avez parlé qu'il y a la famille qui en a besoin. Vous prenez deux pères de famille, les mêmes. Ils vivent dans un F3. L'un, il a 4 garçons qui travaillent un peu avec lui. Ils ont le même salaire. L'autre, il a 4 filles qui ne travaillent pas. Comment vous avez décidé? Est-ce que les deux vont bénéficier ou seulement celui qui a des filles qui ne travaillent pas? Et c'est là, il n'y a même pas d'études sociologiques ou socio-économiques nécessaires. Récemment, nous avions posé la question au niveau de l'octroi du logement. Quand on a vu comment certains étaient éliminés vers un logement plus haut ou vers un logement plus bas, on s'est aperçu que pour une histoire de 1000 dinars, des familles entières étaient éliminées. Pourquoi? Parce qu'on a omis de regarder le côté social de la famille algérienne. On a omis de regarder le côté de la cellule familiale, comment elle est composée, quels sont les éléments qui travaillent au sein de cette famille-là. Par exemple, quand on parle de chômage, c'est très difficile de donner un chiffre exact. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont déclarés comme chômeurs alors qu'ils font du travail au noir. Ils sont 3 à 4 jeunes frères, ils travaillent très très bien, ils gagnent même plus que ministres. Mais ils sont déclarés chômeurs parce qu'ils ne figurent pas dans la liste de la commune comme travailleurs. Et c'est pour ça qu'il nous faut automatiquement toutes ces études, tous ces secteurs-là, socio-économiques, doivent être couverts par des cellules d'études et il faut alerter
chaque fois qu'il y a un besoin pour éviter les C'est problèmes. pour cela qu'il est encore précoce pour nous de réorienter ces Et bien sûr, subventions. bien Voilà. sûr, bien Nous sûr. jugeons qu'il Bien n'est pas encore temps Mais globalement, avant de mais globalement. faire un bon état des lieux. Mais globalement, Michel. quand vous étudiez la loi des finances, moi j'ai eu l'honneur de présenter la loi des finances à un groupe de membres de l'Assemblée nationale à 2 reprises, donc j'ai dû consacrer 8 à 9 heures ou 10 heures en 2 fois. Et je me suis aperçu qu'il y avait des contradictions, mais également il y a pratiquement une augmentation de 30% de l'ensemble, globalement, 30% des coûts que le commun des citoyens va recevoir en plein figure. Nous risquons d'avoir une réaction Qu'est-ce qu'il faut, dramatique, M. Moabès parce qu'il faut sensibiliser avant et expliquer. Les pourcentages sont faux. Parce que je vais vous donner une étude qui est simple, que nous avons fait. Vous savez, si la loi, avec les augmentations de pétrole, d'essence, etc., on va se retrouver avec une augmentation sur le marché de 62%. Comment expliquez-vous Je vais vous l'expliquer. Vous me dites, le ministère des Finances annonce une augmentation de 25% d'essence. La répercussion, elle est sur les entreprises. Donc ces entreprises vont rajouter. Vous me suivez? Donc il y a un rajout. Il y a l'électricité, le gaz, celui qui fait les biscuits va se retrouver avec une note de gaz énorme, donc il va rajouter. L'autre, il va rajouter. Faites votre calcul, vous allez trouver, on s'est retrouvé à 62%. Parce qu'il n'y a aucun pays qui peut annoncer 25% d'augmentation. C'est énorme. Quand on sait qu'on touche 170 €, même pas 150 €, le SMIC est à 150 €, on ne peut pas annoncer des augmentations de 25%. Mais ça, votre chiffre là, il fait peur, hein? Bien sûr. 62%. C'est 62, faites votre calcul. Je pense qu'on est trop C'est pour ça qu'il faut appeler les spécialistes, on est trop focalisé chacun dans son domaine pour expliquer. Voilà, parce que il est clair que le pain et l'essence sont symboliques. L'un d'une nécessité. Et le lait. Voilà, et le lait. Donc, c'est trois produits qui sont hautement symboliques. Curieusement, on ne parle pas de l'eau. Voilà, on ne parle pas de l'eau parce que je ne sais pas trop pourquoi. Personne ne la paye pratiquement. Oui, Enfin, il y a- mais je pense que prestations. même si c'est un débat qui a une haute valeur Enfin, beaucoup symbolique, ne la payent pas. moi je pense que fondamentalement, c'est pas là pour moi en D'accord, tout très cas, bien. ce n'est pas le seul. Donc, levier. Alors, Nous sommes face. à d'autres leviers Oui. que vous avez en main. Mais juste avant, Mais nous risquons de retrouver l'histoire de l'eau dans les prestations de services où il y a pratiquement une augmentation de 6%. bah, c'est très un bien, peu donc caché. ça C'est sera un peu ça caché. sera un peu Oui. caché. Alors, entre autres leviers, il y a l'agriculture, Oui. même si on ne veut pas trop s'éloigner du pétrole. Écoutons à ce propos un reportage qui a été fait sur la visite de M. Sellel à Ain Defla, que vous avez d'ailleurs accompagné, monsieur. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel incite impérativement à trouver des alternatives à la rente pétrolière qui représente 93% des revenus de l'État pour sortir de la conjoncture économique actuelle. Et cette seule alternative est bien le secteur agricole, appelé à jouer un rôle important dans les années à venir pour la diversification de l'économie nationale. Je peux vous assurer que nous maîtrisons la situation économique, mais il n'est plus question à l'avenir d'aller à l'aventure. Je ne pense pas que le prix du baril de pétrole en 2016 augmentera et peut-être qu'en 2017, il s'améliorera. Il faut que vous réalisiez le changement dans les alentours. Nous vivons sur une terre pleine de richesses. Pour encourager le secteur agricole, le ministre du Travail, Mohamed El Ghazi, a mis l'accent sur la nécessité de la sécurité sociale. En collaboration avec le secteur de l'agriculture, nous nous sommes mis d'accord sur une campagne de sensibilisation avec la CASNOS et la CNMA pour qu'elles s'engagent sur la sécurité sociale afin que les agriculteurs et les éleveurs bénéficient de leurs droits. Lors de sa visite, le Premier ministre a appelé les agriculteurs et les éleveurs à intensifier leurs efforts, à savoir la nécessité de recourir aux techniques modernes pour améliorer la productivité, ajoutant que prochainement 3 écoles pénalisées dans le métier d'agricole seront créées à Ain Defla, à Mascara et à Aloued. Voilà donc un message de M. Sellel en ce qui concerne l'agriculture qui peut être un ressort, un levier. Vous en avez d'autres? Est-ce que d'abord le levier agricole est un bon ressort? Mais absolument. Absolument. Il est clair que si nous sommes autonomes, ce qui est pratiquement impossible, sur le plan de vue agroalimentaire, nous avons une ardoise qui est très lourde.
à l'importation dans ce domaine-là. Comment l'alléger? Je pense qu'il y a, les spécialistes le savent mieux que nous, mais en tout état de cause, aller vers... actuellement, nous avons une surface agricole de 48,5 millions d'hectares. Sur cette superficie, nous avons donc une superficie agricole utile de 8,5 millions, dont 3,5 millions sont en jachère. Ça veut dire que globalement, nous exploitons pratiquement 10% de notre 10%, disons 10% de notre surface agricole. Pourquoi? Pourquoi 3,5 millions de jachères? N'y a-t-il pas ici des possibilités donc d'exploitation? Sur les 40 millions qui restent, n'y a-t-il pas des possibilités donc de culture ou d'utilisation de ces terres? Notre aspect, c'est la mécanisation, c'est la productivité. Nous avons l'une des plus faibles productivités en céréales. On peut augmenter, il y a des exemples, il y a des Algériens, il y a des investisseurs privés qui ont réussi donc à aller dépasser les 18, les 20, 28 quintaux. Donc ils sont allés à 50 quintaux. C'est ce qui est annoncé. Voilà. Voilà. Ça, il faut aller vers ça. La transformation agricole, nous sommes pratiquement au stade zéro. Ne plus importer le triple concentré de tomates de Chine, c'est une nécessité et c'est possible. On était autonome. On a perdu une autonomie pour diverses raisons, algérienne, mais en tout tas de causes, pardon. Ça, c'est un aspect important. On a aussi donc la transformation des produits agricoles. Nous importons beaucoup. Nous pouvons y aller. Nous transformons très très peu. Mis à part donc certaines confitures, et je vous dis, même pas la totalité des concentrés de tomates, peut-être la moitié. Puis il n'y a plus rien après. Il y a aussi, dans l'agriculture, des possibilités, des niches très importantes à l'exportation. Nous avons des problèmes liés à d'ordre organisationnel. Moi-même, personnellement et actuellement, d'énormes possibilités d'exportation vers les pays des Émirats, au Golfe. D'énormes. Il y a des produits qui sont pratiquement placés. Mais l'organisation fait défaut. La logistique fait défaut. Et la structure réglementaire aussi. Voilà, mais absolument. Il y a aussi un autre levier en dehors de l'agriculture, c'est la substitution. On parle de cette diversification depuis très longtemps. La substitution, nous avons des possibilités. Il n'est plus normal. En 2015, et ça a été dit en 2009, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. En 2009, nous avons eu le même choc financier. On est resté, on a perdu 6 ans pour constater la même chose. Pourquoi on a perdu 6 ans? Parce que tout simplement, en 2009, on a engrangé 45 milliards de dollars. En 2010, ça a augmenté à plus de 50. En 2011, 72 milliards. On a tout oublié. Voilà, mais c'est ça qu'il faut. Alors, je termine avec ça. Alors, aller vers la substitution, oui, non, il n'est plus question, je termine, à ce qu'on exporte du phosphate brut, à savoir à 80 $ la tonne, et importer l'acide phosphorique à 800 $. Ça, c'est plus permis. Donc, nous avons les capacités de substitution sur des produits. Ouais. C'est une question que je pose à pratiquement chacun de mes débats. Excusez-moi, je vais aller à vous. Mais pourquoi c'est bloqué, par exemple, à ce niveau-là? Les choses sont claires, vous le dites clairement. Parce qu'il y a un problème fondamentalement d'ordre politique. Je reviens. Il y a aussi un mécanisme de suspicion entre l'administration. Oui, mais tout ça, on revient à un certain courage politique pour aller vers... Il y a une certaine réforme à apporter. Il y a une certaine réforme dans la construction de la décision économique. Pourquoi? Eh bien, pourquoi toutes ces politiques ont été bloquées? Pourquoi la stratégie industrielle, la stratégie agricole qui ont été faites par des Algériens, entre nous, qui ont apporté des réponses? Pourquoi toutes ces conclusions sont restées dans des tiroirs? Et la réponse? Et la réponse, elle est essentiellement d'ordre politique. Il faut absolument faire une rupture, que le politique prenne en charge cet aspect-là. Est-ce que l'erreur ou le blocage vient forcément du politique, mais est-ce qu'il est intrinsèque au politique ou est-ce qu'il vient d'organisations externes? Je veux parler des lobbies. Oui, il est certain qu'il y a des lobbies. Qui peut casser le lobby? Qui peut casser? Mais il va bien falloir le faire pour oui, avancer. Mais qui peut passer si ce n'est un courage politique?
Oui. On revient fondamentalement. Parler d'économie, c'est parler de politique. Parler de politique, il faut absolument que la politique endosse cette responsabilité. Il faut qu'il endosse aussi ce courage d'y aller. Nous sommes, je vous l'ai dit au départ, nous sommes en phase de rupture. C'est un modèle économique qui a montré ses limites, qui s'est essoufflé, qui s'est épuisé. Et nous sommes en train d'envisager un nouveau. On ne sait pas trop comment, on ne voit pas cette vision stratégique, ou ces prédisants, ou cette prospective. On ne la voit pas pour l'instant. Il y a des mesures. Mais la cohérence, la vision. Monsieur Babès a parlé des fenêtres de 2 années. Président du CNES. Oui. Voilà. Président du CNES, que je salue ici. C'est une personne que j'estime et j'admire beaucoup, qui a parlé des fenêtres de 2 années. Et je pense que cette fenêtre-là, il faut l'ouvrir. Cette fenêtre, il faut l'ouvrir. Si on va perdre, si on va rester dans la même situation qu'en 2009, il est certain qu'on va manger notre pain blanc, enfin s'il existe. Ali Baynasri, alors, donc, pardon, juste terminer, une chose, et je l'ai dit, je le répète. L'absence d'autorisation est devenue nécessaire. L'absence des cahiers de charges est devenue nécessaire. Il n'est pas normal que quelqu'un qui vient importer, en utilisant ses propres devises, qui sont à l'étranger, des Algériens ou des résidents, ou des non-résidents, qui ramènent des usines, qu'on leur dit que ce n'est pas possible. D'accord. Vous appelez donc au courage politique. Au courage politique. Utiliser, et je reviens souvent à ça, utiliser ce qui nous reste comme réserve, au moins 20% destinés directement à l'investissement. Nous avons 120, 130 milliards de côté, que 30 ou 40 milliards directement au ministère ou au Premier ministère, destinés à l'investissement en Algérie de substitution. Je voudrais quand même qu'on puisse s'intéresser davantage à l'agriculture. La solution, elle est là. D'abord, excusez-moi, mais est-ce que les vaches que vous avez vues y étaient grasses? Pour le moment, mais elles commencent à courir, donc elles commencent à perdre de leur poids. Néanmoins, il faudrait quand même, il y a certains aspects qui sont positifs, il faut en parler. L'agriculture actuellement, elle est positive, puisque la croissance de l'agriculture va entre 11 et 12% par année. Ensuite, le pourcentage de satisfaction de la consommation locale, de couverture, il est passé en 5 ans de 67% à 73%. Donc en 5 ans, la couverture s'est améliorée de 6%. Donc il y a un phénomène nouveau dans le secteur agricole, mais il est insuffisant. Pourquoi il est insuffisant? Parce que nous avons... L'État aussi a injecté des milliards. Oui, j'arrive. Pourquoi il est insuffisant? Parce que nous avons des milliers d'hectares qui sont en jachère. Nous avons des milliers d'hectares attribués à des gens qui ne veulent pas travailler, qui donnent des millions d'hectares. Et le président de la République avait fait appel, lors d'un conseil des ministres, de partir vers 1 200 000 hectares irrigables pour pouvoir faire face aux besoins énormes en céréales. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'option politique est liée, elle est favorable, mais la mise en œuvre, elle est déficitaire. On ne voit pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard dans le travail de l'hydraulique. Les services hydrauliques disent qu'on n'a pas terminé la carte hydraulique du territoire. Pourquoi pas un seul ministère? Attendez. Au niveau des hauts plateaux et du sud, il y a un retard dans la mise en œuvre de sortir tous ces ingénieurs d'électricité pour ouvrir des lignes. Donc il faut structurer le pays. Il y a un certain retard aussi de la répartition de services de sécurité au niveau des zones déshéritées qui sont un peu éloignées. Donc les moyens naturels existent, la terre existe, des milliards de mètres cubes existent. Il faut aller les ramener. Et c'est ce retard-là qu'il faudrait dénoncer, parce que on ne peut pas continuer à importer plus de 14 milliards de dollars de produits alimentaires. Et le Premier ministre, en faisant ses appels et en encourageant, il est au courant de ces problèmes. Il est au courant, j'y étais. Nous avons écrit, moi-même j'ai écrit à une dizaine de OLI chaque fois pour leur dire, messieurs les OLI, veuillez accélérer l'attribution des terrains à ceux qui veulent produire. Et nous allons certainement arriver à 3 types d'exploitation. Le premier type, c'est l'ancien, c'est les petites exploitations qui ne sont pas très rentables, tout le monde est d'accord. Le deuxième type d'exploitation, ce sont les agriculteurs qui ont plus de moyens, ce sont les chefs d'entreprise algériennes ou ce sont des ingénieurs, des agronomes ou bien des vétérinaires qui vont avoir certainement des terrains de 100, 150, 200 hectares pour faire des exploitations moyennes. Mais le plus important, à partir de maintenant, c'est aller vers les grandes exploitations hautement mécanisées avec des entreprises. Mais hautement mécanisées où? Attendez, je termine.
Et nous avons des grandes surfaces au sud qui sont valables pour l'agriculture, pour les céréales, pour la production de céréales, pour la production de maïs, la production de viande rouge, de lait, etc. Il faut que le gouvernement ouvre, de toute façon, lors de la circulaire interministérielle de mars 2013, ouvre la voie à la coopération internationale, mais il n'y a pas suffisamment de publicité et les gens hésitent encore à venir pour prendre des grandes surfaces en collaboration avec soit des sociétés d'État, soit avec des opérateurs privés. Les investisseurs nationaux ne peuvent pas le faire. Les investisseurs nationaux, ils sont actuellement victimes d'une bureaucratie au niveau des wilayas, au niveau du ministère de l'Agriculture. Il y a des milliers, je témoigne, il y a des milliers de décisions, par moment elles sont signées par les wilayas, qui traînent dans les tiroirs, ou bien soit dans les tiroirs des wilayas, soit dans les tiroirs du ministère de l'Agriculture. C'est ce que j'ai toujours dénoncé, parce que j'ai dénoncé par écrit, non seulement à la télé, mais par écrit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend pour accélérer la mise en œuvre de toutes ces sources d'eau en sortant tous nos commandances d'ingénieurs hydrauliciens, en sortant tous ces agronomes et donner les attributions aux Algériens. C'est un problème de fond qui est l'acte de propriété aussi. Oui, ça il n'est pas fait, justement, c'est ça. Je reviens en politique. Oui, il y a fondamentalement, à la base... Laissez-moi finir. Parce que même le système bancaire, tant que vous n'avez pas les actes de jouissance officielle du gouvernement, la banque ne peut pas marcher parce qu'elle a peur des garanties. Donc d'un côté, il y a un discours officiel qui est bon, qui est excellent même. Le président leur a dit, vous avez 1,5 million, 1,2 million rapidement à faire valoir et à établir, mais il faut donner aux gens à travailler. Les décisions se meurent, vieillissent dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend à une annonce officielle de la part de M. le Président de la République, ou est-ce qu'on attend à ce que les services hydrauliques et les services, le reste de l'électricité, etc., terminent leur travail pour annoncer cette ouverture? Les gens attendent. Il y a eu des milliers de dossiers. Je cite le cas, j'ai cité le cas de Ravdaya, parce qu'Ravdaya, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu 565 dossiers étudiés, signés, paraffés par M. le Wali de la Wilaya, par tous les services, la commune, la Daïra, la Wilaya, la DSA, le Wali a signé. Qu'est-ce qu'on attend pour donner ces 500 et quelques décisions pour permettre aux gens d'animer, économiquement parlant, toutes ces régions, ces belles régions qui ont de l'eau. Oui, c'est des... Ça fait combien? Ça fait 2 ans. La région de toutes ces régions-là qui sont extrêmement riches, potentiellement riches, et ils attendent les bras des Algériens. Bon, maintenant on évoque aussi la main-d'œuvre algérienne qui manque, c'est vrai. Bien sûr. J'ai fait le tour plusieurs fois dans le Grand Sud, et effectivement, il y a un manque de main-d'œuvre algérienne, donc il faudrait ça c'est un problème. Monsieur Bouab, il faut régler. C'est Wali. On nous a dit que les Wali avaient reçu des instructions pour libérer les dossiers. J'espère. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a eu des instructions. C'est vrai que le gouvernement a pris en main un courage de fer pour libérer un peu tous ces blocages de dossiers. C'est vrai qu'il y a eu instruction au niveau des Wali pour faire face et libérer un peu que ce soit en industrie ou agricole, etc. D'ailleurs, le ministre de l'Industrie a pris, il y a un mois de ça, une avance en nous proposant chaque fin du mois des rencontres pour présenter les dossiers en difficulté de relance économique. Donc c'est déjà c'est extraordinaire. Donc, et on souhaite que ça continue vers d'autres ministères. Parce qu'effectivement, on ne peut pas reprocher au Wali cette bousculade à travers les wilayas. Pourquoi? Parce que nous avons préconisé de mettre des commissions des commissions inter-wilaya pour qu'ils puissent étudier dossier par dossier, qu'ils puissent avancer sur le terrain. Donc nous sommes justement pour le développement de l'agriculture et comme l'a dit bien M. Nasri, se substituer de l'importation en créant nous-mêmes nos produits algériens. Donc il faudrait déjà se mettre au travail, parce que vous savez, comme l'avait le dernier rapport du CNES, c'est un défi national qui concerne chaque Algérien, du plus petit au plus grand, de se dire il faudrait travailler. Et ce qu'on demande au gouvernement, un peu vous savez, il y a beaucoup de pays qui viennent ici en profiter, des étrangers qui viennent en profiter et qui viennent prendre un peu notre part du marché. Et cette part qui n'est pas définie, donc il y a des conséquences sur les tarifs, sur les prix, sur une
Il y a tout un mélange qu'il faudrait un peu mettre de l'ordre. Alors, nous, par exemple, tous les problèmes qu'ont les exportateurs, il faudrait leur mettre un tapis rouge, ces gens qui exportent un produit algérien. Il faudrait leur faciliter les choses. Parce qu'ils rapportent une richesse en Algérie. Et laisser un peu Il faut qu'il y ait une liberté. Il faudrait se dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut réussir dans ce domaine? On laisse un peu de liberté, ça coûte rien. Même la Chine l'avait fait à l'époque, a fermé ses portes pendant 5 ans, et quand ils les ont ouverts, ils ont réussi. Nous, maintenant, on vient nous dire, tous les 6 mois, une loi des finances, ça tape là, ça tape là, ça tape là. Mais en fin de compte, on ne peut plus travailler. La situation se résume en 2 mots. Message politique excellent. Pratique, rien du tout. Voilà, c'est ça, c'est la Mais le message politique, il faut absolument et nécessairement qu'il soit traduit. Il faut absolument. Oui, mais quand Monsieur le Président réunit le Conseil des ministres, il leur dit, je vous donne l'ordre de faire très vite, de distribuer 1 200 000 hectares à irriguer, donner ça aux citoyens qui sont capables et donner ça aussi et en partie aux sociétés étrangères. Et la décision n'est pas irriguée. Et la faille, elle est où dans ce cas-là? La faille, elle est où, d'après vous? La faille, elle est au niveau du système de plus bas. Quel est le faille au niveau du ministère de la bureaucratie? Non. Vous voulez parler du gouvernement? L'hydraulique, pas spécialement, c'est plus bas. Les hydrauliques sont en retard. Les topographes sont en retard. Les topographes aussi sont en retard. Comment ça se fait depuis l'indépendance? On n'a pas encore finalisé la répartition des terres. Je reviens à la cohésion et à la vision. Ce n'est pas le problème politique, c'est l'application au niveau du terrain qui est en retard. Oui, moi je reviens à la vision d'ensemble, à la prospective et à la cohésion. Pourquoi? Vous parlez de l'hydraulique. Dans beaucoup de pays, l'hydraulique et l'agriculture font un. Ils ne font pas deux. Parce que le ministère de l'Agriculture doit disposer de l'eau. Sans eau, il n'y a rien. Donc, il doit dicter cette politique, les barrages, les retenues collinaires, la gestion de l'eau. La gestion de l'eau agricole doit revenir à l'agriculture. Ça, c'est la cohésion. Ça, c'est la vision. Sinon, c'est des politiques parcellaires. C'est des politiques sectorielles. Il faut absolument revenir à cette vision qu'on a. Il faut le dire. Problème de coordination des services. Où va-t-on? Où va-t-on? On sait qu'il y a beaucoup de dynamisme actuellement. On a eu des relations excellentes avec les ministres en charge du commerce extérieur. Elles sont excellentes. Il y a un certain pragmatisme. Il y a un certain, dynamisme. On veut faire, on veut réaliser, c'est bien. Il y a les mesures et il y a la vision. Vous savez, je pense que la volonté politique pour booster un petit peu le secteur de l'agriculture y est. Mais c'est les applications qui manquent. Voilà, vous savez, le coût de ce qu'on produit agricole équivaut à 35 milliards de dollars pour 8% seulement de ce qui est exploitable, des terres agricoles. 8% seulement, 8 à 10%. Donc, on a une richesse vraiment très, très, très importante qu'on est en train de mettre à l'écart, malheureusement. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose concernant l'importation abusive ou bien l'importation sauvage. Ça aussi, il faut dire que ça épuise nos ressources en devises. Il faut le dire. Quand on importe encore du pain, jusqu'à ce jour, on est en train d'importer le pain, on importe de l'eau minérale. On a plus de 45 marques d'eau minérale. On importe toujours l'eau minérale. On importe la biscuiterie du Kosovo. On importe du poison pour rats de nos voisins libyens. Donc, peut-être plus efficace. Pardon, peut-être, oui. Oui, mais la scrap de scie algérienne est très forte. Il faut la industrialiser. Ça, il faut le condamner. Ça, il faut parler. Comme par exemple, c'est vrai, j'ai quelques reproches. Qui condamne le ministère du Commerce ou les lobbies forts? Non, c'est l'autorité de régulation, c'est l'autorité de contrôle. Vous avez parlé de lobby, moi j'aurais aimé que vous citiez ces gens-là. Y compris l'Assemblée nationale, pour faire face, pour arrêter ce gaspillage. Il ne faut pas parler de lobby sans citer de nom. Nous avons toujours dénoncé les plus de 60 milliards d'importations arrêtées, ça suffit le gaspillage. Tout à fait. Arrêtez de consommer nos devises pour des produits dont on n'a pas besoin. Je n'ai pas terminé. Là, par contre, il y a un problème politique. Là, un problème de coup de poing. Il faut que l'Assemblée nationale prenne sa responsabilité, qu'il faut que le ministère du Commerce prenne sa responsabilité, qu'on arrête ces 20 milliards de dollars, 20 à 22 milliards de dollars de gaspillage chaque année, qu'on les oriente dans l'agriculture, qu'on les oriente dans le PME, PMI. C'est pas normal que le ministère du Commerce, c'est pas normal que l'Assemblée n'arrive pas à arrêter ces lobbies-là, ça suffit. Barakat. J'ai bien dans mayonnaise, la Chine.
جيب لي الهريسه من لا شين جيب لي les Ça, c'est- moi, c'est pas normal. Non, ça c'est important, monsieur. très Ça c'est important, s'il vous important. plaît. Ça C'est c'est ça le travail important. de Quand on lobby. importe 40 Il nous millions faut- de il nous faut dollars, avaler des 40 choses millions qu'on de a- dollars Non. de mayonnaise, ils vous disent ça c'est pas Non, c'est important. pas C'est ce qu'on appelle les préparations, ma chérie, les- Les Non, il y a gars, autre c'est chose. là, Non, on non, apporte du il poison. faut- Écoutez, on apporte Monsieur des Sarraï, Mais ça, c'est apporte de Sarraï. plastique. Docteur On Sarraï. apporte des fleurs en plastique comme si l'Algérie ne produit pas. Alors, لا، هذيك لا. الجاي Mais ديك ça- السياج اسمع. شوف comment on va produire Monsieur Sarraï, les Monsieur Sarraï, il faut, هذا اسمح لي, il faut pas qu'on s'encadre de l'essentiel. Ce que vous Non, dites, on tout le monde a s'écarte pas raison. d'essentiel. Non, non, Il non. faut des mesures Les drastiques. Il faut que le gouvernement les soit mesures fort. les Nous sommes avec mesures drastiques. Sarraï. Nous sommes avec notre Avec la gouvernement. Mais à licence condition qu'il d'importation, applique docteur les Sarraï, recommandations de l'Assemblée. qu'est-ce qu'on a fait avec les licences d'importation? Ouais. C'est vrai, il y avait un projet, il y avait toute une loi, il y avait un ministre. C'était des décisions que tout le monde a accueillies. Mais là, on voit qu'il y a un petit recul. Ça remonte qu'à quelques mois, ces licences d'importation. Sur le pratique, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. On importe toujours le concentré de tomate. Je vous l'avais dit Mais au qui début nous de cette condamne? émission, nous avons réduit que de 3 milliards de dollars, alors qu'au départ, on avait un objectif de 20 milliards de dollars. Où sont les 20 milliards de dollars? C'est aller encore dans les poches des lobbies. Arrêtez, donnez la priorité à l'agriculture. Donnez la priorité aux petites et moyennes entreprises algériennes. Si vous voulez qu'on sauve l'économie, nous sommes pris à la gorge. 2018 est très dangereuse pour nous. Si on ne fait pas... 2016 ou 2018? Non, 2018. C'est plus que 3 milliards de dollars. On aura Non, j'ai les une chiffres, réduction. j'ai les chiffres, j'ai les Moi aussi, j'ai aussi les chiffres. Les chiffres. Ça, on aura une importation à la fin de l'année de l'ordre entre 48 et 50 milliards de dollars, c'est-à-dire en réduction d'au moins 8 à 9 milliards de Et dollars. c'est peu pour aller à 20 milliards. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous avons fait des simulations avec notre expert. Il faut aller vers 20 milliards. Les simulations, on en connaît en Algérie, on connaît la Nous fiabilité. sommes des professionnels. Non, je suis désolé. Je suis désolé, nous sommes de vrais professionnels à hauteur internationale. Nous sommes de level, very high level. Pour l'intérêt national. Là, je ne pardonne pas. Là, parce que moi, j'ai 115 experts de haut niveau. Nous défendons l'économie algérienne à une grande échelle. Nous ne défendons pas un groupe. Monsieur Sarraï. Moi, je ne défends pas un groupe, je défends l'Algérie entière. Je le répète. On défend tous l'Algérie. À grande échelle. Quand on annonce des chiffres, il faut les prouver. Moi, j'ai les chiffres du CNIS. Si vous avez d'autres, vous les montrez. Moi, je vous dis, Pour aller à 20 milliards. vous pouvez dire 20, 30, vous voulez Là, dire ce il que faut vous aller à voulez. 20 milliards minimum. Le problème n'est pas là. Il faut que je prenne la parole. Allez, il faut que je prenne. Vous l'aurez en dernier. Vous allez prendre la parole. Non, Il y a parce pas que de là, souci. c'est un petit peu paradoxal. Quand Mon vous cher ami, parlez... si on applique ce que nous avions recommandé, nous n'aurons pas de crise en 2018. Quand vous parlez Wallah, il des n'y aura hausses, pas de crise quand vous parlez financière. des hausses, vous êtes pour une hausse de 25%. Et quand on parle de réduire les importations, là vous dites c'est Il faut progressif. réduire les importations. Non. Qu'est-ce qui est progressif? Si nous réduisons la mayonnaise, toutes les aliments, si nous réduisons de 20 on peut milliards, aller jusqu'à 20 milliards. si nous réduisons de 20 milliards, nous n'aurons pas de crise en 2018 parce que nous aurons suffisamment de réserves pour faire face à l'année 2018. Mais si on continue comme ça, à gaspiller 60 milliards, nous allons tout droit à se casser 20 la gueule. milliards, quand on dit 20 milliards, on a une méconnaissance de nos importations. Les produits qui coûtent lourd, qui pèsent lourd. Vous avez le premier, c'est le poste agroalimentaire. Les céréales, la poudre de lait, les médicaments, les voitures, les camions, les sidérurgiques. Tout ça, c'est ça qui pèse lourd. Pour les équipements, nous sommes d'accord avec vous. Tout ça, le lait en poudre, parce que nous sommes incapables d'accélérer la production de lait en Là, Algérie. C'est grave, quand même. nous sommes plus au stade où nous sommes. Il y a des on en parle depuis très longtemps. On ne le fait pas, c'est un constat. Quand je dis qu'il faut une rupture, il faut une rupture. Monsieur Zebdi parle de l'essence. Je suis entièrement d'accord. La loi 1515. Il faut Très bien. Allez-y. Le 2 juillet. Rapidement, c'est la dernière phrase. Le 2 juillet, le texte. Il a été décidé parce que Kharja avait des vacances et tout. Oui, très bien. Très bien. Je blanchis personne. C'est le dernier mot, M. Nasri. Voilà. Il y a un comité qui a été mis en place. Ils sont en train de mettre le caractérologie. Il a été déjà annoncé que les licences seront mises en application le 1er janvier 2016. Voilà, mesdames. Mon message, c'est que nous devons être plaît. solidaires avec le gouvernement, mais à condition qu'il applique les recommandations. Comme ça, nous allons éviter la crise de 2018. Voilà, donc c'est le moment de donner une fin à ce débat passionné. Je vous remercie de l'avoir suivi et je voudrais juste vous dire qu'en matière de rationalisation ou d'austérité, il est important de rappeler qu'il est une certitude que beaucoup d'entre nous
seront prêts demain à tous les efforts pour affronter la crise, dès lors, bien entendu, que l'exemple soit donné par ceux-là même qui prennent les décisions, parce que seul le sentiment d'équité et de justice pourra faire avancer tout le monde ensemble dans la même direction. À samedi.